Aujourd'hui, on a parlé beaucoup des champs électromagnétiques en plus, donc je peux pas exagérer encore, mais on a parlé des perturbateurs endocriniens. On a parlé, bon, je crois que ce serait bien de... J'ai pensé qu'il y a un des pères nobles de la synthèse néo-darwinienne, qui est Dobzhansky, qui disait que chaque événement biologique important doit être interprété à la lumière de l'évolution. Alors, ce qui est en train d'arriver dans ces derniers, disons, 30 ans ou 40 ans, c'est qu'on a produit des molécules, minimum 100 000 molécules de synthèse, et puis des milliers et des milliers de molécules qui sont le produit accidental des procès chimiques et des procès industriels en général. Et puis, on a mis en plus les champs électromagnétiques. Et le vrai problème, c'est qu'on n'est pas co-évolué avec tout ça. Donc, nos systèmes de défense et nos réactions à chaque niveau, moléculaire, tissulaire, systémique, sont stressés par le fait qu'on est exposé à des informations, à des sollicitations qui sont absolument différentes de celles qui ont permis notre évolution. Alors ça, c'est le problème. En plus, la grande partie de ces toxiques, de ces polluants et des champs électromagnétiques, ils agissent d'une façon synergique, très difficile à évaluer. En plus, Dominique, c'est pas possible. En plus, ce qui est en train d'arriver, c'est que l'exposition, c'est de plus en plus précoce, ce qui veut dire que le fœtus est exposé à tout ce genre de je sais pas comment ça se dit, d'informations nouvelles. Et ce qu'on a dit déjà hier, l'épigénétique nous donne la possibilité de comprendre que ce genre d'informations qui arrivent sur le fœtus et qui peuvent perturber le fetal programming, la programmation fœtale, peut donner disons, des résultats, des effets sur la santé qui sont visibles après des décennies ou même dans la génération suivante. Ce qui fait que les études toxicologiques, les études épidémiologiques, aujourd'hui sont devenues vraiment très difficiles à concevoir. Et c'est très difficile. Il faut vraiment évaluer tout ce qu'on est en train de fabriquer comme, disons, modèle. Puisque vraiment, c'est tout à revoir d'une certaine façon. Alors hier, j'ai montré qu'il y a une augmentation d'études sur le cerveau, une augmentation d'études d'épigénétique incroyable dans les derniers 10 ans, une augmentation d'études sur le neuroimaging, des tas d'études sur l'autisme, sur le microbiome, sur les perturbateurs endocriniens. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Dans les derniers 10 ans ou 15 ans, il y a eu une augmentation, un trend d'augmentation incroyable. Et ça, c'est l'augmentation de l'exposition aux champs électromagnétiques. Dans les dernières années, et Dominique m'avait volé cette diapo il y a quelques ans, c'est vrai, non? C'est pas la seule. Non, c'est pas la seule. Et c'est ça c'est la réalité. On vit dans une réalité qu'on a changé vraiment trop vite. Et surtout, ceux qui sont les plus exposés, ce sont les enfants. Et surtout, en général, les organismes qui sont en train de se développer, donc qui sont dans un état de developmental plasticity, de plasticité du développement, c'est-à-dire qui sont les plus sensibles. On sait, on a déjà dit, je ne vais pas répéter tout ça, que les champs électromagnétiques sont produits par des tas des instruments et tout ça. Et ça, c'est la première, disons, idée que je veux stresser. C'est un article très intéressant qui est sorti il y a 2 ans, qui remarquait ça. Il y a des dizaines d'études qui montrent que de nombreuses atteintes aux processus cellulaires fondamentaux qui peuvent contribuer à des perturbations chroniques de l'homéostasie cellulaire et tissulaire, la superproduction des protéines de stress cellulaire,
le surplus de radicaux libres et de stress oxydatif, les carences en antioxydants, la péroxydation des biomolécules, l'augmentation du calcium intracellulaire, la dysfonction mitochondriale, les perturbations du système immunitaire, c'est tout ce que Dominique a rappelé, les perturbations de la barrière hémato-encéphalique sont les mêmes mécanismes pathogéniques qui sont associés aux troubles du spectre autistique et à l'exposition aux champs électromagnétiques. C'est vrai, peut-être c'est simpliste d'après moi, mais c'est intéressant, puisque de toute façon, c'est une idée. Les troubles du spectre autistique sont liés à tout ce genre d'exposition et des mécanismes qui sont les mêmes que Dominique a montré tout à l'heure par exemple, pour l'exposition à champs électromagnétiques, pour des maladies ou de toute façon des syndromes ou des situations de, hyperréactivité aux agents chimiques ou aux agents. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un seuil de notre capacité de réagir à tout ce qui est nouveau, qui continue à se baisser, et ce ne sont pas des mécanismes immunologiques strictement immunitaires qui sont activés. Peut-être c'est l'immunité naturelle, plutôt, que l'immunité adaptative. Mais de toute façon, ce sont des réactions qui sont inflammatoires ou des réactions de système qui sont complexes et qui sont les mêmes dans plusieurs organismes. Ce qui frappe, c'est aussi le fait que chez l'enfant, bon, l'exposition d'un enfant, c'est bien différente. Ça, c'est une photo qu'on a vue des centaines de fois, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire, l'exposition d'un enfant à un téléphone mobile, c'est bien différent, puisque c'est la grande partie du cerveau qui est intéressée. C'est pas seulement la partie superficielle. Il y a 10 ans, sur Lancet et puis après sur le European Journal of Cancer les résultats sont sortis d'une grande étude épidémiologique sur le cancer des enfants. Et j'aurais pas le temps de le montrer, j'aurais voulu, mais c'est pas possible. Mais parmi les cancers qui sont augmentés le plus, ce sont le cancer du cerveau. Il y a une augmentation à peu près de 1,8% chaque année. Et ce qui est dramatique, bon, vous savez bien que le cirque a défini sur la base de cette étude et d'autres études les champs électromagnétiques comme potentiellement cancérogènes. Rien ne s'est passé après. Tout le monde a continué à utiliser tout ça et bon, bien sûr, c'est comme ça, c'est pour les cigarettes, c'est pour les pesticides, c'est pour n'importe quoi. Donc, c'est très difficile d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Et surtout, on est tous d'accord, je crois, que l'augmentation réelle des cancers du cerveau, on ne peut pas évaluer pour le moment, puisqu'il faut 20 ans pour avoir, disons, la certitude qu'il y a une augmentation des cancers qui est liée à cette technologie. Puisque pour avoir un cancer du cerveau, il faut 15 ans ou 20 ans. Donc, si on commence à avoir une augmentation des gliomes et des astrocytomes, comme dans certaines séries, celle de Hardell, je vais expliquer la différence entre Interphone et les études de Hardell, qui sont complètement différentes, on va voir pourquoi. Alors, finalement, si on commence déjà à avoir d'avoir des résultats d'épidémiologie qui sont significatifs, il faut vraiment commencer à se préoccuper. Surtout si on pense qu'on a à peu près 5 milliards de personnes qui utilisent cette technologie. 5 milliards de personnes. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? En plus, il y a des enfants. C'est-à-dire, jusqu'à il y a 10 ans, il n'y avait pas un enfant qui utilisait un téléphone mobile. Maintenant, il y a des enfants à 5 ans, à 6 ans. Puisque les mamans sont convaincues que c'est utile de donner un téléphone mobile à un enfant pour pouvoir le surveiller. Et il y a personne qui dit aux mamans, ça c'est dangereux. C'est les sociétés de pédiatrie qui doivent faire ça. C'est les sociétés scientifiques qui doivent commencer à dire, bon, peut-être precautionary principle, comme on dit, c'est le principe de précaution. Alors, je disais, il y a certaines séries épidémiologiques qui disent qu'il y a une augmentation alarmante pour une utilisation prolongée, plus de 10 ans. Et ces gens-là, par exemple, dans cette étude, Hardell, qui est un scientifique suédois,
il a critiqué l'étude Interphone en disant que dans l'étude Interphone, on a placé parmi les exposés des personnes qui utilisent leur téléphone portable pendant quelques minutes par jour. Comprenez? Ça, c'est déjà une façon, on met parmi les exposés des gens qui n'utilisent pratiquement pas le téléphone mobile. Après, on n'a pas considéré le cordless, le téléphone sans fil, on l'a pas considéré, tandis qu'il est encore plus dangereux que le téléphone mobile. On n'a pas considéré la corrélation entre hémisphères exposés principalement, puisqu'on sait que chacun de nous utilise d'habitude d'un côté, surtout d'un côté droite. Donc, on a complètement utilisé, c'est une étude qui a des dizaines de biais. Alors, finalement, c'est une étude qui a été financée en grande partie par les industries qui produisent les téléphones mobiles. Et c'est le plus grande étude européenne. Alors, on a étudié ça avec des amis, on a étudié cette histoire, et on a vu que pratiquement toutes les études qui étaient considérées, qui n'ont pas trouvé de résultats d'association entre l'utilisation de téléphones mobiles et du cancer, sont payées par les industries. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, ça, on peut faire une étude. Si vous voyez les études qu'ils ont payées par les industries, ils n'ont pas trouvé d'effet dans le 72%. Tandis que les études qui sont indépendantes, ils ont trouvé des effets pour le 70%. Ça, c'est une étude qu'on a fait. Donc, vous voyez déjà qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire, quand on dit, et vous savez que le directeur de Lancet, Horton, il y a quelques mois, a déclaré que plus que la moitié des études qui sortent sur Nature, Lancet et New England Journal of Medicine, etc., sont payées par les industries et pleines de biais et inattendibles. Non, comment on dit ça? Qu'on ne peut pas leur faire confiance. Hein? Vous m'excusez, mais quand je suis fatigué, parler en français, c'est difficile. Alors, finalement, hier, j'avais proposé de lire tout ça d'une façon différente. J'ai dit, la génétique, c'est important, mais il faut l'utiliser d'une façon correcte. C'est pas l'ADN qui est disons, le projet pour la construction de notre phénotype, mais c'est les informations qui arrivent du dehors qui poussent directement le génome à utiliser le dictionnaire qui est l'ADN. Et l'ADN, c'est une petite partie du jeu, tandis que les informations qu'on donne à l'ADN sont bien plus importantes. Donc, l'environnement, c'est beaucoup plus important de ce qu'on pensait jusqu'à il y a 10 ans. Mais ça, c'est important, puisqu'il ne faut pas penser que l'épigénétique, c'est les marques de l'ADN à étudier pour faire un diagnostic, ou les marques des histones pour comprendre comment ça marche. C'est une façon de considérer tout ça complètement différente. Il faut commencer à penser à ça. C'est-à-dire, l'environnement pêche dans le dictionnaire qui est l'ADN et pousse l'ADN à se programmer d'une façon différente au début de la vie et pour toute la vie. Donc, si on expose un petit enfant à des champs électromagnétiques ou à des perturbateurs endocriniens, il ne faut pas évaluer seulement les mécanismes dans l'enfant ou dans l'adulte. Il faut évaluer surtout les mécanismes dans la première phase de la vie, puisque c'est complètement différent. Les perturbateurs endocriniens, je le dis, puisqu'il y a Anna Soto ici, qui est peut-être au monde la première qui a compris tout ça. Ils sont des pseudomorphogènes, c'est-à-dire ce sont des molécules chimiques qui agissent surtout dans la première phase de la vie et qui changent complètement le destin des animaux, des organismes. Donc, c'est bien pire que des perturbateurs endocriniens. C'est autre chose. Ça, c'est une façon d'évaluer ce qui est en train de se passer, qui doit être différente. Et toute la transition épidémiologique dont on est en train de parler, l'obésité, le diabète, les allergies, les maladies auto-immunes, le cancer, les maladies les troubles du neurodéveloppement, les troubles neurodégénératifs, les maladies psychiatriques et tout ça, sont en train d'augmenter dans les dernières décennies pour l'exposition de nos parents et puis pour l'exposition dans notre enfance. Donc, même si on commence maintenant à limiter tout ça, on va continuer pendant 10 ans ou 20 ans à avoir des conséquences. Donc, il faut commencer maintenant pour éviter les conséquences majeures dans les générations qui vont nous suivre.
Ça, c'est les effets de tout ça. Et les champs électromagnétiques et les perturbateurs endocriniens, ils agissent tous sur le même target, sur le même cible, qui est vraiment la cellule, les trillions de cellules qui forment notre organisme et qui ont disons, la centrale, le noyau, qui est de toute façon le vrai cible de tout ça. Alors finalement, quand on a dit hier, les petits dosages chaque jour sont plus dangereux que les grands dosages pour les perturbateurs endocriniens, ça c'est la règle. C'est-à-dire si, par exemple, comme on a entendu très bien aujourd'hui, le cadmium, par exemple, les métaux lourds, qui sont aussi des perturbateurs endocriniens très puissants, ils agissent, par exemple, le cadmium, l'action la plus dangereuse, c'est que le cadmium va inhiber les mécanismes de réparation de l'ADN. Chaque jour de notre vie, les petits dosages, ils bloquent les mécanismes de réparation. Donc, ça agit avec tout, quand on dit cette molécule ou cet agent n'est pas mutagène. C'est encore pire s'il est pro-cancérogène, puisqu'il aide tous les autres agents qui sont mutagènes ou cancérogènes. Donc, un pro-cancérogène, c'est pire qu'un cancérogène. Et les petites quantités qu'on respire chaque fois qu'on sort dans nos villes, dans les villes qui sont les plus polluées, c'est ça qui change le destin dans notre vie. Alors, d'habitude, il y a des physiciens qui continuent à penser que les champs électromagnétiques ne sont pas tellement dangereux puisqu'ils n'ont pas assez d'énergie pour endommager, on dit endommager, l'ADN. Tandis qu'il faut évaluer d'une façon complètement différente les champs électromagnétiques, puisque c'est pas un problème d'énergie dans ce cas-là. Dans un système biologique, les champs électromagnétiques, ils agissent d'une façon très précise. Par exemple, il y a des séquences de l'ADN très spécifiques dans les promoteurs de certains gènes qui sont activés par les champs électromagnétiques. Il y a certaines fréquences des champs électromagnétiques qui vont activer certains gènes plutôt que d'autres. Et c'est pas du tout un effet, disons, physique. C'est un effet plutôt physique et biologique en même temps. On parlait avec Serge hier du fait que la biologie est en train d'étudier l'ADN, par exemple, d'une façon très différente maintenant. L'ADN, c'est pas seulement une molécule qui réagit point de vue biochimique. C'est une sorte la spirale, ou la double spirale. On commence à l'étudier, ça s'appelle biologie quantique. Ça existe en français, quantique? Ok. C'est-à-dire, on comprend qu'il y a des agents qui agissent sur le génome en le poussant à réagir d'une façon plus ou moins favorable pour défendre la cellule. Mais si on pousse tout le temps ce système à réagir, ça devient instable. Et les champs électromagnétiques, c'est ça. C'est-à-dire, il y a ces séquences qui sont sur l'ADN, qui sont continuellement activées par les champs électromagnétiques, et des éléments de réponse qui sont parmi les promoteurs des gènes oncosuppresseurs, par exemple, et des oncogènes qui sont très sensibles à ça. Il y a le CMYC, par exemple, qui est un oncogène, qui est continuellement activé par les champs électromagnétiques. Donc, directement activé, il n'est pas endommagé, le gène n'est pas dérangé lui-même, mais il y a une activation paradoxale de la séquence de promoteurs de ces gènes-là. Alors, il ne faut pas évaluer les champs électromagnétiques comme d'habitude. Il y a eu une sortie, une monographie de pathophysiologie du 2009 qui a essayé d'étudier toutes les façons où les champs électromagnétiques peuvent déranger les cellules. Mais ce qu'on est en train d'étudier le plus, surtout, c'est un groupe russe. C'est un Russe qui travaille sur ça, c'est Belayev. Il est en train de montrer, ça c'est très intéressant, que ce sont les cellules souches qui sont les plus sensibles, puisque les cellules souches dans notre tissu, vous savez que dans notre tissu, il y a les cellules somatiques et les cellules souches. Alors, les deux genres de pathologies qui sont peut-être les
possiblement les plus en cause dans ce cas-là, ce sont le cancer et les troubles du neurodéveloppement. Justement, puisque ce sont les cellules qui sont en train de se développer qui sont les plus sensibles à tout ça. Alors, je commence, mais je vais très vite, sur le premier cas. Alors, il dit, ça c'est Beliaev qui dit, stem cells are the most sensitive to microwave exposure. C'est-à-dire qu'il y a un grand risque pour le cancer surtout et pour les maladies, les troubles du neurodéveloppement. Bon, le développement du fœtus, on l'a vu hier, c'est justement des cellules qui sont complètement plastiques, point de vue épigénétique, qui vont se différencier pendant 9 mois. Toutes ces cellules sont au début tout puissants et puis ils sont multipuissants, c'est-à-dire qu'elles sont complètement plastiques, point de vue épigénétique, elles sont toutes très sensibles au champ électromagnétique. Et ce qui se passe dans cette période de la vie, la différence c'est que quand on est adulte, on a 3 des trillions de cellules. Chaque cellule qui est, disons, dérangée par un champ électromagnétique peut donner des problèmes aux cellules qui dérivent d'elle. Mais si vous pensez à ce qui se passe dans les premiers mois de la vie, une cellule qui est dérangée en 10e journée va donner des problèmes à des millions de cellules qui descendent d'elle. C'est ça la différence. C'est ça la plasticité, c'est ça les conséquences. Donc, si on pense au fœtus, le fœtus, il est dérangé au moment où il est composé par par exemple, 100 millions de cellules. Mais ces 100 millions de cellules, s'il y en a 100 qui sont dérangées, ça fait des billions de cellules qui seront dérangées après. Alors, il faut commencer à penser que, comme a dit Dominique tout à l'heure, que le fœtus n'a rien à voir avec un adulte. Si on expose des fœtus pour la première fois de la vie de la Terre, puisque ça n'existait pas, les champs électromagnétiques sur Terre, c'est quelque chose, c'est une sorte d'expériment qu'on est en train de faire sur une espèce qui n'a jamais rencontré une exposition pareille. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer. Et le fait qu'on a démontré que la migration des cellules, des neurones surtout, au début surtout dans les 4 mois de l'ontogénèse, du 6e mois au 9e, est dérangée par les champs électromagnétiques. Et il y a des études comme celui-là qui montrent, je vais sauter un peu puisque autrement, des études qui ont rapporté que les champs électromagnétiques de fréquences extrêmement basses peuvent affecter le processus de développement du cerveau. Et bon, le résultat, c'est pratiquement, il y a des changements épigénétiques dans la différenciation des embryonic neuronal stem cells, des cellules souches neuronales de l'embryon. Je ne sais pas le dire en français. L'expression de ces gènes est dérangée par des champs électromagnétiques de fréquences typiques de celles qu'on utilise avec les téléphones mobiles. Ça, c'est Scientific Report de Nature, qui il y a 3 ans est sorti avec une étude d'exposition sur des rats qui montre que l'exposition du fœtus aux fréquences typiques des champs électromagnétiques de la téléphonie mobile change, donc des altérations comportementales et neurophysiologiques qui persistent chez l'adulte, puisque c'est la formation des synapses qui est complètement changée. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on a vu que les synapses glutamatergiques, c'est-à-dire les synapses excitatoires, sont bloquées si on expose la maman des rats à ce genre de fréquences. Alors vous voyez qu'est-ce que ça donne, c'est-à-dire, et c'est pour toute la vie, c'est pas quelque chose de réversible, puisque la programmation des synapses qui est dérangée au début de la vie, ça dure pendant toute la vie. Alors vous commencez à voir que si on pense qu'il y a des millions d'enfants qui sont exposés à ce genre de, disons, quand ils sont dans l'utérus à des champs électromagnétiques, ça suffirait d'expliquer à maman que c'est dangereux, et il faudra le faire, puisqu'autrement on ne pourra pas dire à maman on ne le savait pas, puisque c'est Nature qui nous a démontré tout ça.
Alors, sous l'autisme, on a déjà parlé hier, je ne vais pas répéter tout ça, que c'est la synaptogénèse qui est dérangée et que l'exposition chronique aux micro-ondes de faible intensité peut interférer sur la fonction cognitive. On l'a démontré, bien sûr, sous les rats. Je vais pas perdre du temps sur ça. On a déjà dit que le sperme, je vais en vitesse puisque j'ai pas beaucoup de temps, je vais parler du cancer, puisque pour le cancer, et surtout je suis très intéressé, puisque Anna et Carlos sont là, et sur le cancer, on a des idées qui sont très semblables, et je crois qu'il faudra travailler sur ça. Je disais, ce qu'on a démontré surtout, que les champs électromagnétiques, ils peuvent agir pas seulement sur le sperme, mais à tous les niveaux, directement sur les Sertoli cells, c'est-à-dire sur la spermatogénèse, à tous les niveaux, et sur les cells de Leydig, donc sur les cellules qui font la nutrition des spermes. Donc, et surtout que des modifications épigénétiques et génétiques sont la conséquence de cette exposition. Mais je voulais vous dire, c'est le cancer le problème d'après moi, qui nous préoccupe de plus. Puisque comme on a dit hier, et comme Anna a bien illustré aussi, le cancer, on continue à penser que le cancer, c'est le produit des mutations stochastiques de l'ADN. On a marre de tout ça. C'est-à-dire, de plus en plus, si c'était des mutations stochastiques de l'ADN, depuis des billions d'années, il y a des mutations stochastiques de l'ADN. On ne comprend pas pourquoi ça augmente continuellement le cancer. Je vais vous montrer un article qui est sorti sur Science au début de cette année qui dit que le cancer, c'est bad luck. C'est de la mauvaise chance. Alors vous comprenez qu'est-ce que ça donne? On a une épidémie de bad luck. La planète, malheureusement, je ne sais pas si c'est Saturne ou qu'est-ce que c'est point de vue astrologique, mais on a une épidémie de malchance. Puisque les mutations stochastiques, c'est de la malchance. C'est-à-dire, les mutations stochastiques, ce sont des mutations qui arrivent n'importe où, et on ne sait pas pourquoi, mais finalement, ça augmente continuellement les mutations qui arrivent dans les endroits, dans les hotspots, c'est-à-dire dans les endroits qui sont dangereux. Tu vas pas me dire que c'est fini, non? Ah oui? Bon, alors, ce que nous, on pense, d'une façon assez semblable, Anna et Carlos, depuis longtemps, depuis 15 ans, ils tâchent de convaincre la communauté scientifique de la planète qu'il faut plus travailler de cette façon et il faut plus parler des mutations stochastiques puisque c'est pas du tout stochastique. Nous, c'est-à-dire moi, j'ai travaillé dans les dernières années avec Renzo Tomatis, qui était vraiment le plus grand oncologue expérimental c'est celui qui avait organisé les monographies du cirque de Lyon. Et il était convaincu, je vais vous montrer, ça fait depuis 40 ans, la première fois quand il avait étudié dans les rats, les effets du Tilstilben, il avait écrit un article sur les monographies du National Cancer Institute, qui était magnifique, je vais vous montrer ça, 1979, pour démontrer que c'était pas du tout stochastique. Alors finalement, nous on était convaincus avec lui qu'il fallait démontrer que ce sont les cellules souches justement qui sont celles qui peuvent dégénérer point de vue néoplasique en essayant de trouver des solutions. Puisque si un tissu est continuellement bombardé, les cellules souches sont là pour réparer le tissu et pour remodeler le tissu. Donc ils sont activés continuellement. Et c'est cette activation pour défendre le tissu qui rend dangereux les cellules souches. Alors ça, lui, il était Renzo Tomatis. Dominique aussi l'a connu. On s'est connus, Dominique et moi, justement, puisque on avait travaillé avec Renzo, on aimait beaucoup son travail. Et je vous disais, le fait que Renzo, il nous a quittés, c'était 2007. On avait analysé les premières données de cette grande étude c'est l'étude de la YARC, du cirque, qui avait démontré déjà ce qu'on attendait depuis 20 ans. C'est-à-dire l'augmentation du cancer dans la première année de vie. Ça a été vraiment l'épreuve de ce qu'on avait pensé, on avait essayé de démontrer avec des études sur les rats. C'est-à-dire que l'augmentation la plus
alarmante, comme on dit, perturbante pour nous, c'était celle de infant cancer, non, du cancer de petits enfants, puisque ça, c'est pas possible si ça augmente surtout dans la première année de penser aux mutations stochastiques qui vont se cumuler très lentement. Donc, c'est sûr, ce résultat montre que c'est l'exposition transplacentaire ou même transgénérationnelle à quelque chose qui dérange, disons, les cellules et tout ça. Alors finalement, c'est la grande taille de cette étude, qui était une étude sur 130 000 cancers des enfants en Europe, 63 registres du cancer, 20 ans d'observation, donc une observation très prolongée, donc une force statistique de cette étude très importante qui montre qu'il faut donner confiance en tout ça. C'est pas l'étude sur 1000 cas, c'est une étude dans toute Europe qui a montré des résultats pareils. Et si vous allez voir dans tous les sites du National Cancer Institute, vous continuez à trouver les définitions de mutations stochastiques de l'ADN qui sont disons, les règles qu'on continue à faire valoir dans la cancérologie. Celle-là, c'est peut-être l'article le plus cité de l'histoire de la cancérogénèse. Weinberg, 2000, il dit il y a 7 hallmarks du cancer. Ce sont les 7 façons où la cellule, une cellule somatique en principe, elle commence à accumuler des mutations qui obligent la cellule, qui font de telle façon que la cellule devienne folle. Ça, c'est le schéma qu'on continue à penser être la réalité. Et ce qui dit Weinberg, c'est que la cellule qui a cumuler ces mutations, elle a pardon, je vais lire, parce que je suis tellement fatigué, autosuffisance en signaux de croissance, insensibilité aux signaux inhibiteurs de la croissance, capacité à éviter l'apoptose, capacité de se répliquer indéfiniment, induction à l'angiogénèse et capacité à former des métastases. Alors, ce sont des signes qui sont pareils dans tous les tumeurs bénins. Il y a des tas de dysfonctions qui ont exactement les mêmes hallmarks. Le seul hallmark du cancer, c'est le dernier. Et ce qui est très important, c'est-à-dire c'est la capacité de donner des métastases. Et c'est le seul. C'est pour ça que le cancer tue. Un cancer qui ne donne pas de métastases, sauf s'il est dans certains endroits du cerveau, il tue pas. Et qu'est-ce que c'est la capacité de donner des métastases? N'a rien à voir avec des mutations. C'est pas la conséquence des mutations. C'est la réactivation de mécanismes embryonnaires qui s'appellent EMT, Epithelial Mesenchymal Transition. C'est la capacité de la cellule néoplasique de redevenir une sorte de cellule embryonnaire et commencer à migrer dans les tissus. C'est ça. Il n'y a rien à voir avec les mutations. Alors, sur ça, c'est l'article dont je vous disais tout à l'heure, de janvier de 2015, sur Science, Cancer Bad Luck, qui partait justement de Weinberg et de Fogelstein. D'ailleurs, c'était Fogelstein qui avait écrit l'article commenté sur Science, sur ça. Bon, alors, 5 minutes. Puisque vraiment, non, je vais finir réellement, mais je vais vous montrer quelque chose, puisque c'est un peu important. Je m'excuse si je suis si fatigué et j'arrive pas à dire les choses comme j'aurais voulu. Alors, le fait, sur ça, par exemple, avec Anna et Carlos, on n'est pas encore tout à fait d'accord, mais je crois qu'il faut se comprendre, parce que je suis convaincu que Dominique, Anna, moi, Carlos, on est en train de travailler au même modèle, qui est un modèle complètement différent. Par exemple, nous, depuis 20 ans, on a compris que la cellule cancéreuse commence à avoir une situation qui est paradoxale bien avant d'avoir les mutations. C'est-à-dire, si on expose, pas seulement en laboratoire, mais dans la vie réelle, les cellules de toutes les lésions précancéreuses, on trouve, bien avant d'avoir les mutations, on trouve une hypométhylation de l'ADN, toute la séquence de l'ADN qui est hypométhylée, et une hyperméthylation sélective des promoteurs des gènes oncosuppresseurs qui sont bloqués. Qu'est-ce qu'il y a de stochastique en tout ça? On ne sait pas. C'est-à-dire, si on expose des cellules à des situations de stress, l'ADN
est hypométhylé pour libérer les séquences mobiles qui commencent à travailler pour faire des changements, par exemple les translocations, et les gènes oncosuppresseurs qui sont bloqués et qui ne travaillent plus. Donc, les cellules, le tissu ne peut plus se défendre. Alors, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les mutations stochastiques. C'est-à-dire qu'un génome qui est continuellement exposé à des tas de, disons, à des champs électromagnétiques ou à des pesticides ou à d'autres molécules comme ça continue à réagir en faisant ce que Shapiro, qui est un grand généticien, appelle Natural Genetic Engineering. C'est-à-dire, il tâche de se défendre. Donc, le cancer, c'est le produit de des années de tentatives de se défendre, de récupérer, point de vue, disons, général, épigénétique, et moléculaire, et tissulaire, et tout ça. Et les informations qui arrivent, ça arrive de l'extérieur, comme je vous ai montré hier. Par le stroma, par le tissu, par les autres tissus. Le cancer, c'est toujours une maladie systémique. C'est pas une maladie des cellules qui deviennent folles, qui accumulent des mutations et tout ça. C'est autre chose. Alors, finalement, si c'est vrai, et ça, je vous disais tout à l'heure, Renzo l'avait vraiment décrit, 1979, ça c'est l'article, le premier article qu'il avait écrit sur ça, c'était en étudiant le cas du diéthylstilbène, il avait démontré que ces fillettes qui faisaient un adénocarcinome du vagin, puisque les mamans avaient été exposées au diéthylstilbène, il n'avait pas de mutation dans leur ADN, mais il avait surtout démontré que les petits rats qui étaient exposés s'il y avait une grossesse et ils étaient exposés, ils faisaient des petites rates qui faisaient le même cancer. C'était pas du tout un événement stochastique, c'était un événement qu'on pouvait reproduire. Et on savait rien à cette époque-là sur les perturbateurs endocriniens. Mais maintenant, on sait que le diéthylstilbestrol, il agit sur des gènes bien spécifiques qui sont les gènes WNT et HOX, qui sont les gènes qui contrôlent le développement. Donc, vous voyez que c'est très simple, les mécanismes sont en place, et bien sûr, et pour finir, si vous allez voir, et ça a été le travail qu'on avait commencé avec Renzo Tomatis, on s'était aperçu que dans la littérature, on avait démontré que maintenant, aujourd'hui, un enfant sur 100 naît déjà avec des translocations pré-leucémie. Un enfant sur 100. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'à peu près un enfant sur 12 000 fait une leucémie. Il y a deux façons de lire. On peut dire, les translocations ne sont pas suffisantes pour avoir une leucémie, ce qu'on dit d'habitude, c'est ça. Il y a autre façon de considérer tout ça. Les translocations, ce sont le produit de cette instabilité qui est produite par des informations qui arrivent à l'enfant, au petit, dans cette période qui le dérange, et lui, son génome, dans les lymphocytes, tâche de trouver des solutions. Alors, ce qu'on a vu, c'est deux choses que je vais vous signaler. À Seveso, on a trouvé des milliers de personnes qui ont la translocation 14-18 et qui font pas le lymphome. Ils ont la translocation 14-18, qui est la translocation typique du lymphome folliculaire, mais ils font pas le lymphome. Mais, si vous allez voir des gens qui utilisent les pesticides, ils font la même translocation, 14-18. Et les pesticides et la dioxine n'ont pas du tout la même formule. Donc, c'est une réaction, disons, défensive adaptative. Et si vous allez voir comment ça marche, cette translocation, c'est très intéressant, puisqu'il y a un gène anti-apoptique qui est exposé à un gène qui est le promoteur des immunoglobulines. Donc, il est toujours exprimé et il fait une population. Et ça vous intéresse beaucoup puisque pour le myélome, c'est pas très, très loin de ce qui se passe. Mais dans ce cas-là, c'est intéressant puisque c'est un peu la même translocation qu'on trouve dans le Burkitt, par exemple. Si vous allez en Afrique, où il y a des gens des milliers de gens qui sont exposés au Plasmodium falciparum et en même temps à l'Epstein virus, ils font une translocation qui est très semblable, qui concerne des gènes qui sont toujours le promoteur des immunoglobulines. Ils font trois types de translocations, 2, 8, 8, 14 et
2, 8, bon, je suis trop fatigué. Bon, ce sont là. De toute façon, je vais vous montrer. Et si vous allez à Tchernobyl, vous allez trouver des tas d'enfants qui font la translocation du SIRET. Rien de stochastique en tout ça. C'est-à-dire, ce sont des réactions moléculaires. Bon, alors, il y a des études qui montrent que les champs électromagnétiques peuvent provoquer des translocations et des mutations dans le BCL2, qui c'est le même gène antiapoptique, et qui peuvent bloquer des gènes oncosuppresseurs. Alors, finalement, ça, c'était le... Oui, j'ai fini. La dernière. Bon, alors, ça, c'était le dernier article de Renzo Tomatis. Il avait montré que dans la leucémie de la première année, il y avait une translocation qui était complètement différente. Et c'était un gène, qui c'est le MLL, qui c'est un gène qui produit des méthyltransférases. Donc, c'est le gène qui pose les groupes méthyl sur des gènes qui transloquent avec 50 gènes. Rien de stochastique. Et c'est le Bygone. C'est par exemple, si vous exposez des leucocytes à ce genre de produit, le Bygone, qui c'est un pesticide, donc c'est un perturbateur endocrinien, vous avez assez souvent des translocations spécifiques. Rien de stochastique en tout ça. Bon.